Donc, un langage informatique, si vous voulez, donc c'est le langage qui va nous permettre de parler avec notre machine. Parler du sens qu'on va lui donner des instructions et elle répondra à ces instructions qu'on est en train de lui demander d'exécuter. Donc, généralement, notez bien que pour chaque instruction, il correspond à une action au sein du processeur. Et action au sein du processeur, ça veut dire une tâche qui va être exécutée par votre processeur. Donc ici, l'intérêt général, c'est de pouvoir écrire des programmes avec un langage compréhensible par la machine pour effectuer une tâche ou la répondre à une problématique donnée. Et notez bien que euh, le langage de programmation, il est indépendant de l'algorithme parce qu'on peut avoir par exemple une problématique genre un programme qui permet de résoudre une équation de deuxième degré. On pourrait écrire l'algorithme qui permet de faire la solution et en se basant sur cet algorithme-là, on peut le traduire en un programme qui est peut-être exécuté par votre machine, que ce soit un programme ou bien en utilisant un langage. Et ce langage-là peut être soit le C, soit le Java, soit le PHP, soit le Ruby, soit le Python. Donc n'importe quel langage que vous maîtrisez. Donc, on va pouvoir traduire ce programme-là. Donc, ici, la seule contrainte qui existe, c'est que les langages informatiques doivent être compréhensibles par la machine. Parce que notez bien que au début des années 50, ben, si je me rappelle bien, donc je ne sais pas si c'est 50 ou 60, mais généralement au début de ces années-là, les programmeurs avaient vraiment une tâche trop difficile qui consistait à écrire les programmes en une suite de langage machine. Donc quand on parle langage machine, c'est juste des 1 et des 0. Donc comme ça, une suite des 1 et des 0 pour donner des instructions à à votre machine pour qu'elle puisse écrire ou bien exécuter certaines tâches, ce qui rendait la tâche vraiment trop difficile, surtout s'il y a une erreur au niveau d'un programme, ainsi de suite. Et avant d'aller un petit peu plus loin, on va faire juste un petit rappel sur le langage machine. Donc ici, le langage machine ou bien au langage binaire, c'est une information qui est exprimée et manipulée sous format d'une suite de bits. Et on avait dit que pour un bit, donc au niveau de la mémoire, on peut représenter une seule information qui est soit le 0, soit le 1, d'où le mot binaire. Donc binaire, c'est 2, donc 0 et 1. Et pour aller au-delà des 1, on aura besoin d'un mélange si vous voulez, de ces bits-là. Donc, pour aller au-delà de 1, on aura besoin de 2 bits. Donc, on peut avoir un 0, un 1, ainsi de suite. Pour aller au-delà de 1, 1, on aura besoin maintenant de 3 bits, 1, 0, 0, ainsi de suite. Mais notez bien qu'avec un bit, on ne peut représenter qu'une seule valeur à la fois. Et le bit, c'est la plus petite des unités que peut exister en un langage machine et il permet de représenter, on avait dit qu'un seul état. Et le deuxième, ou bien l'unité qui suit, c'est l'octet. Donc nous, on aura toujours à faire avec le bit et l'octet. Donc c'est juste un petit peu pour représenter l'information. Donc un octet, donc c'est si vous voulez, ça constitue une combinaison de 8 bits. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, sur 8 bits, la plus petite des informations qu'on peut représenter, c'est un ensemble de 8 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et la plus grande valeur, ou bien la plus grande, ou bien le maximum qu'on peut représenter sur 8 bits, c'est 8 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et entre ces deux valeurs-là, qui sont le min et le max, on peut avoir 7, 0, 1, 6, 0, 1, 0, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, donc pour dire ça autrement, donc la plus petite des valeurs qu'on peut représenter sur 8 bits, c'est 0, et la plus grande des valeurs, c'est 2 à la puissance 8, qui est 256. Donc, si vous voulez, sur 8 bits, on pourrait représenter 256 valeurs allant de 0 jusqu'à 255. Et ce un octet-là, il va nous permettre de coder les caractères alphanumériques. Donc, et pour ça, on va se référer toujours au code ASCII.
Ce code-là, c'est, si vous voulez, donc ça va nous permettre de donner la correspondance entre les caractères alphanumériques et leurs valeurs si vous voulez, en binaire. Et en revenant, donc si vous voulez, donc vous pouvez aller voir donc cette table-là de code ASCII. Donc on a en binaire, donc c'est zéro, donc le symbole qui est représenté c'est le nul, et ainsi de suite. Donc, et on peut y aller de zéro. Donc, on avait dit que depuis zéro jusqu'à 255. Voilà, jusqu'à 255, on peut représenter le caractère Y avec le deux points. On a aussi les caractères accentués, certains d'autres caractères, ainsi de suite. On peut même représenter l'alphabet, donc A, B, C, D, voilà. Donc l'alphabet en majuscule, ça commence, si vous voulez, depuis 65, qui est 0, 1, et puis 5, 0, 1, donc en binaire, et on s'arrête au niveau de 90. Pour les caractères en minuscules, donc le code ASCII c'est 97, qui est le 011 401 en binaire, et on va jusqu'à 100, 100, 100, 100, 100, 120. Donc là, c'était juste pour vous dire qu'avec un octet, on va pouvoir coder, ou bien qu'est-ce qu'on peut coder. Et notez bien que le processeur, par défaut, il permet de faire les opérations logiques et arithmétiques de base, c'est-à-dire l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, le modulo, le et logique, le o logique, le XOR, et ainsi de suite. Donc tout ça, votre processeur peut le faire sans aucun problème. C'est déjà la tâche qui fait. Et notez bien que ces instructions-là, ils sont finalement un ensemble ou bien une opération ou un ensemble d'opérations, que ce soit d'addition, de multiplication, de et logique et ainsi de suite. Donc ça, c'était juste un petit rappel autour du langage machine. Et on avait dit que les développeurs étaient obligés d'écrire toutes ces instructions-là sous format D1 et D0. Et depuis les années 60 ou 70, donc ça dépendra si on avait commencé le langage machine aux années 60, donc depuis les années 70, le langage assembleur put apparaître. Parce que déjà, le langage machine était difficile pour l'humain de le comprendre et surtout s'il y avait des erreurs au niveau de l'écriture de code ou bien si une erreur apparaîtrait. Donc c'était vraiment trop difficile de détecter l'erreur et remodifier le code. Donc l'idée générale, c'était de trouver un langage un petit peu moins difficile et plus compréhensible par l'humain et par la suite avoir un autre outil qui va permettre de faire la traduction depuis ce langage-là vers le langage machine qui est une suite binaire. Et notez bien que l'assembleur, c'est le premier langage qui a apparu et qui a permis aux développeurs d'écrire des instructions un petit peu moins difficiles qu'avec le langage machine, mais le, le langage assembleur, c'était aussi un petit peu difficile. Et c'est par la suite que d'autres langages plus évolués ont pu apparaître et avec une syntaxe plus humaine, par exemple à travers printf, ou, donc ça dépendra du langage, mais c'était vraiment plus humain et plus facile à comprendre et à utiliser. Et ces langages-là, on les appelle langages haut niveau. Donc notez bien euh, que les inconvénients du langage assembleur, dépendait du type de la machine. Parce qu'un langage ou bien un programme qu'on allait écrire sur une machine Windows ne pourrait pas fonctionner sur une machine Linux. Il faudra réécrire tout le code ou bien l'adapter de telle sorte qu'il puisse fonctionner dans une autre machine. Et aussi, donc, c'était vraiment trop difficile de développer des applications complexes parce que déjà le langage était un petit peu limité par certaines instructions et aussi c'était vraiment difficile d'y travailler avec. Et par la suite, les langages haut niveau ont pu apparaître. Donc, ces langages-là, on avait dit que c'était proche du langage humain, c'était plus compréhensible et ils permettent une grande portabilité. Parce que déjà, au niveau d'un système d'exploitation, par exemple, si vous utilisez le Java, on a ce qu'on appelle le GVM et ce GVM-là, c'est lui qui va se charger d'exécuter vos instructions, de lire le code Java. Parce que donc on a le code, par exemple, si vous voulez, donc le code source qui est en langage évolué. On a le compilateur ou bien l'interprétateur
interpréteur, par exemple le GVM ou bien le .NET au niveau de C, ainsi de suite. Généralement, on sait, on a le compilateur, on a plusieurs compilateurs, le GNU CC, ainsi de suite. Et ce compilateur-là, ou bien interpréteur, c'est lui qui va charger de traduire votre langage qui est plus humain et plus compréhensible par l'humain en un langage assembleur. Et ce langage assembleur-là va être aussi traduit en un langage machine. Et c'est pour ça qu'on a toujours besoin d'un traducteur qui va pouvoir traduire ce qu'on est en train d'écrire ici à un langage qui est compréhensible par la machine. Et si vous voulez, ce traducteur-là, c'est comme si on a deux personnes, A et B, qui parlent des langages différents. Par exemple, un qui parle en français et l'autre en anglais ou bien en arabe. Et on a un traducteur qui permet de traduire ce que la personne A est en train de dire en un langage qui est compréhensible par la personne B. Donc, si vous voulez, c'est à peu près le même principe ici. Donc, l'humain écrit le code avec un langage que lui comprend mais que la machine ne comprend pas, et c'est le compilateur ou bien l'interpréteur qui se charge de faire la traduction en un langage machine ou bien en un langage que juste la machine peut aussi comprendre. Donc ce compilateur-là ou bien interpréteur, donc on avait dit qu'il va pouvoir traduire le programme euh, c'est-à-dire tout le programme en entier pour toutes les instructions qu'on avait écrites. Donc c'est tout le programme qui va être traduit en un langage assembleur et ça va être, c'est comme si on l'avait écrit en un langage machine plutôt. Donc je m'excuse, c'est comme si on l'avait écrit dès le début à un langage machine qui est une suite d'instructions des 1 et des 0. Donc généralement, si on prend le langage C, donc, on a le fichier source donc, qui a l'extension .c. C'est comme si vous avez un fichier Word qui a l'extension .doc ou bien docx, un fichier PDF avec l'extension .pdf. Donc, un fichier C, donc il a l'extension .c et le nom exemple. Donc, nous, on va écrire du code là, donc, du code qui est compréhensible par l'humain à travers des instructions printf, if, par exemple, if pour dire si un test. Donc si on a ça, donc on doit faire ça, sinon on peut faire autrement. Donc on a un compilateur, donc un compilateur au niveau de C, on a un compilateur aussi, un linker. Donc mais généralement un compilateur qui va traduire ce qu'on est en train d'écrire ici en un exécutable, donc un fichier ayant l'extension .exe et ce fichier-là c'est le fichier qui est compréhensible par la machine qui va pouvoir l'exécuter.